toutes et à tous et merci beaucoup pour votre présence ce matin pour cette 5e édition de l'Observatoire France 2025, série d'études et en même temps de réflexions, de débats réalisés par Via Voice, sondage réalisé par Via Voice pour Generali et Radio Classique. Donc le thème qui nous anime ce matin, j'allais dire qui nous préoccupe parce qu'il est en partie préoccupant pour une partie des Français, est celui du vieillissement. Comment peut-on vieillir et surtout bien vieillir dans les années qui viennent et à horizon 2025. C'est un sujet bien entendu majeur parce qu'il nous concerne tous, c'est un sujet parfois très intime qui concerne nos vies et la manière dont nous allons pouvoir évoluer dans les années qui viennent. C'est un sujet de société aussi, c'est un sujet économique enfin. Et donc on voit, notamment au sortir de cette pandémie, je pense qu'on aura l'occasion d'en dire un mot bien entendu, l'ampleur des enjeux et des défis qui se présentent à nous. Alors je suis ravi d'accueillir aujourd'hui à la fois à distance et en présence, on conjugue, et alors bravo à la régie de conjuguer tous ces exercices, nos invités. Alors je commence, n'y voyez pas de parti pris par nos invités qui sont à distance, nous sommes ravis d'accueillir Marie de Henzel, psychologue bien connue, qui a écrit de nombreux livres. J'en ai ici sous la main quelques-uns. Vivre avec l'invisible, je crois que c'est le dernier, sauf erreur de ma part. Et puis celui qui est très touchant, très émouvant parmi beaucoup d'autres aussi. Croire aux forces de l'esprit, un peu plus ancien, issu d'entretiens avec notamment François Mitterrand. Ensuite, Sybille Lemaire, qui doit être à distance aussi. Sybille Lemaire, directrice exécutive du groupe Bayard et fondatrice du club Landois, Think and Do Tank, qui est dédié à la révolution démographique. Voilà, bonjour Sybille, vous nous entendez, tout fonctionne bien, c'est merveilleux, voilà. Et puis, en plateau, si je puis dire, à ma droite, Caroline Brusac, qui est ici, directrice des solutions d'assurance des particuliers pour Generali France, et à ma gauche, Benjamin Ostrovka, vous êtes directeur téléassistance et retail pour Europe Assistance France. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Alors avant peut-être d'entrer dans le vif, si je puis dire, des débats, des échanges, parce que l'objet est au fond de confronter des regards pour pouvoir discerner à la fois des éléments d'explication, mais aussi des perspectives d'avenir, je vous propose de vous livrer je ne sais pas si ce terme est très heureux, mais enfin de vous révéler quelques grands enseignements de l'étude d'opinion qui a été réalisée auprès des Français sur ce thème du vieillissement. Alors, bien entendu, le vieillissement, c'est beaucoup de choses. C'est le fait d'avancer en âge, d'une certaine manière. Dès la naissance, on est en processus de vieillissement. C'est aussi la maladie, la souffrance, c'est aussi le grand âge, ça peut être la dépendance pour certaines et certains. Bien entendu, il y a la question de la mort qui se pose au terme de ce parcours. Donc, quand on dit vieillissement, ça recouvre des sujets très variés. Le premier élément qui est très frappant est l'ampleur des préoccupations. Je l'évoquais rapidement en commençant, on a aujourd'hui 77% des Français qui se déclarent préoccupés par le fait d'avancer en âge. Voilà, ça tient à beaucoup de choses. Il y a des questions très simples, très matérielles, des inquiétudes sur le pouvoir d'achat, des inquiétudes sur la relation avec les gens. Est-ce qu'on va être seul ou pas trop seul? Des inquiétudes concernant la vie, la santé aussi. Beaucoup estiment qu'ils seront moins préparés et auront des réponses en termes de santé qui seront moins bonnes que par le passé. Puis des inquiétudes peut-être plus profondes, on en reparlera probablement avec Marie de Henzel notamment, sur la pandémie que l'on a vécue, qui a mis la mort sur la scène, si on peut dire, de manière extrêmement visible, avec des tabous extrêmement forts, la situation de la fin de vie. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont préoccupants. Le deuxième élément qui est très, très frappant dans le cadre de cette étude, c'est l'idée précisément selon laquelle, très concrètement, bah oui, on va peut-être vivre plus longtemps en 2025, la vie sera plus longue, mais on vivra en moins bonne santé et on vivra surtout avec moins de ressources. C'est l'idée partagée par 52% des gens. Donc c'est très important parce que ça dessine un horizon qui n'est pas nécessairement l'horizon heureux auquel on aurait pu s'attendre. Quand on dit aujourd'hui, je crois que c'est l'élément qu'il faut avoir en tête, quand on dit aujourd'hui on va vieillir, le vieillissement n'est pas synonyme nécessairement d'une amélioration continue, n'est pas nécessairement synonyme y compris d'une prise en charge par la société qui soit de meilleur en meilleur. Voilà. Ça, juste un mot sur les débats sur les retraites, sur les réformes des retraites, ça fait réfléchir parce que lorsqu'on, au fond, on allonge la durée du travail, eh bien, les années qui viennent après le travail ne sont pas pour tous des années qui sont considérées comme des années heureuses. Voilà. Alors l'idéal, après ça c'est le constat, si je puis dire, l'idéal
en termes de vieillissement, tel qu'il est partagé par une majorité de Français aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un paradoxe. C'est le paradoxe d'un vieillissement qui serait, d'une certaine manière, un rajeunissement. On veut vieillir, mais tout en étant en bonne santé, tout en ayant de beaux projets pour l'avenir, tout en restant à domicile, tout en faisant du sport. D'une certaine manière, être à 80 ans ou à 90 ans comme on était il y a 20 ans. Voilà, donc un idéal du vieillissement, il y en existe d'autres bien entendu, et mon humble avis est qu'il faudrait pouvoir se dire que d'autres chemins sont possibles, parce que ce chemin-là, aussi noble soit-il et aussi compréhensible soit-il, peut être aussi une impasse d'une certaine manière, donc source de déception. Et puis enfin, troisième point, que faire pour l'avenir, quelles hypothèses de réflexion mettre en place, puisque nous essayons de nous projeter vers 2025. Alors, il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués. L'un des principaux sujets, c'est le dialogue des générations. Au fond, ne pas considérer que le vieillissement est un huis clos, qu'on vieillit à part de la société, à côté de la société, mais que des interactions, des échanges sont possibles, avec les plus vieux et les plus jeunes, bien entendu, mais aussi avec entre des personnes qui ont peut-être entre 85 et d'autres qui ont 60 ans. Ce n'est pas nécessairement uniquement les deux extrêmes de la vie. Le deuxième sujet concerne directement la santé en termes de priorité pour l'avenir, c'est-à-dire au fond la prévention. Comment est-il possible, dans les années qui viennent, de trouver des hypothèses, des solutions qui nous permettent d'éviter la survenue rapide des maladies et éventuellement pouvoir les retarder. Le troisième sujet est un sujet très culturel et je pense que pendant cette heure d'échange que l'on va avoir, on va voir l'importance des enjeux culturels, à savoir l'idée d'améliorer dans la société l'image du vieillissement. Au fond, se dire que le vieillissement n'est pas nécessairement, comme disaient certains, un naufrage et qu'on peut vieillir en acceptant l'idée et puis en étant d'une certaine manière peut-être même fier de vieillir, même si le terme peut paraître un peu ambitieux, et que notre société, au fond, nos familles accueillent cette idée du vieillissement. Puis enfin, quatrième élément, très important, et je pense qu'il est au cœur et même peut-être l'une des raisons d'être de nos échanges ce matin, ce quatrième élément, c'est l'idée d'en parler. Parler du vieillissement, parler de la maladie, parler de la dépendance, parler de la fin de vie, pourquoi pas parler de la mort. On est tous frappés par l'ampleur du tabou que constitue la mort dans nos sociétés aujourd'hui. Donc parler, c'est ce que l'on fait là. Alors bien sûr, parler ne résout pas tout, ce n'est pas ça qui offre des solutions, mais parler permet d'abord de libérer peut-être des consciences qui ont besoin de l'être. Et puis parler peut permettre aussi d'échanger, de trouver ensemble des idées nouvelles, des solutions. C'est ce que, à notre échelle, nous essayons de faire aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention pendant ces... Alors l'étude est beaucoup plus large, hein. Le temps malheureusement qui m'est imparti est très limité, donc je ne fais que vous livrer là quelques enseignements. Mais l'étude est plus large et plus approfondie sur ces perspectives d'avenir et sur la manière dont on peut essayer de trouver des idées nouvelles. Je crois que c'est l'une des aspirations les plus profondes. Alors je vais maintenant faire, si vous le permettez, je ne sais pas si l'expression de faire un tour de table a encore du sens puisque nous sommes à moitié en digital, mais enfin faire un tour d'horizon entre nos quatre intervenantes et intervenants pour avoir d'abord leur réaction, voir comment ils situent les choses, puis pouvoir ensuite accueillir, mesdames et messieurs qui nous regardez à distance, vos questions, vos interrogations. Voilà, ça permettra de lancer la réflexion et peut-être d'initier des pistes d'idées et d'échanges nouveaux. Donc je vais commencer, si vous le permettez, par Marie de Henzel, puisque vous êtes là, je vous vois sur mon écran qui est devant moi en grand format, donc c'est un grand bonheur, c'est un grand honneur aussi d'être avec vous ce matin, de pouvoir échanger. Je citais quelques-uns de vos livres qui... Alors on vous présente généralement comme psychologue, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on a l'impression que vous êtes beaucoup plus que cela, puisque vous réfléchissez dans une dimension aussi sur la profondeur de l'être humain, parfois sur la notion d'invisible, qui à la fois nous touche tous, mais en même temps qui offre des perspectives qui peuvent être très intéressantes sur la réflexion de ce que l'on est véritablement au cours de l'âge. Voilà. Donc, je vous pose la question de manière très ouverte, parce que ça fait longtemps que vous réfléchissez sur ces questions-là, sur la manière peut-être dont aujourd'hui, en 2022 et peut-être dans les années qui viennent, cette idée du vieillissement peut être acceptée dans nos sociétés. Je sais que vous avez... un regard souvent, vous essayez de promouvoir un regard un peu plus positif. Alors malheureusement, les résultats que j'ai donnés de l'enquête d'opinion sont plutôt inquiétants. On a des Français qui sont plus préoccupés qu'on ne l'imagine. Donc
vous-même à titre personnel et puis à travers vos expériences et vos travaux, bien entendu, quel regard vous portez sur les évolutions que l'on est en train de vivre aujourd'hui? Et peut-être, si je me lâche un peu, voilà, existe-t-il des chemins positifs ou des chemins d'espoir qui nous permettraient de dire que l'on peut vieillir peut-être autrement et de manière un peu plus heureuse que je ne l'ai décrit moi-même il y a 5 minutes? Merci beaucoup. Oui, alors je suis psychologue clinicienne, mais c'est vrai qu'il faut que je vous dise à partir d'où je parle et j'écris, je suis, j'ai deux postes d'observation et je crois que c'est important que les auditeurs le comprennent. J'anime des séminaires sur l'art de bien vieillir et de rester désirant, c'est-à-dire de continuer à avoir envie de vivre pour Audience, qui est la caisse de retraite, la mutuelle des journalistes, du spectacle, de la presse. Et puis, j'anime aussi, j'ai animé aussi et formé des psychologues à travailler à ma manière des groupes de parole qui s'appellent l'aventure de vieillir. Et je pense que ce mot d'aventure en dit long sur l'objectif de ce groupe de parole qui n'est pas un bureau des plaintes et des lamentations, mais au contraire l'occasion pour des personnes de 80 à 100 ans de s'exprimer sur ce qu'elles vivent. Alors, j'ai trois mots que j'emploie tout le temps, d'heureux, de fécond et d'intéressant. Donc, je parle de là, c'est mon champ d'observation. Et là, bien sûr, ce que François a dit, je le retrouve, c'est-à-dire qu'il y a une inquiétude, bien sûr, une inquiétude à la fois matérielle, mais pas seulement. Il y a ce désir de rester jeune le plus longtemps possible, de rester actif, de garder l'estime de soi. Parce que, et là, c'est là que je trouve que ce que les audiences et puis ce groupe de Domitis qui me donne l'occasion de travailler avec des personnes de 60 à 100 ans, 60 à 80 chez Audience, 80 à 100 ans chez Domitis, eh bien, c'est le constat que lorsque des personnes peuvent exprimer ce qu'elles vivent d'heureux, de fécond et d'intéressant, elles gardent l'estime d'elles-mêmes. Et si elles gardent l'estime d'elles-mêmes, eh bien, elles sont dans une prévention de la perte d'autonomie. Ce qui est redouté par toutes, vous l'avez dit, perdre son autonomie, c'est la pire chose qui soit. On sait que c'est, bien sûr, ça peut être lié à un accident, ça peut être lié à une maladie, mais pas seulement. C'est aussi dans la tête que ça se passe. Donc, quand on garde l'estime de soi, quand on a le sentiment de garder sa place dans la société, eh bien, on a beaucoup plus de chances de garder son autonomie. Et c'est ce que, voilà. Alors, ce que j'entends, bien sûr, c'est la peur de vieillir, je l'entends, bien sûr, la peur de se dégrader, mais derrière cela, il y a la peur de se rapprocher de la mort. Parce que vieillir, c'est quand même aller se rapprocher de sa mort. Hein. Et c'est là qu'on voit que si on veut vraiment, je dirais, vivre cette vieillesse euh, intéressante, on ne peut pas faire l'économie d'une méditation sur sa finitude. On ne peut pas mettre de côté la question de la mort. Et je vois que toutes les personnes, âgées, qui ont réfléchi à leur destin, qui ont réfléchi à ce qui était important pour elles de vivre dans le temps qui leur reste, eh bien, ces personnes sont beaucoup plus sereines et beaucoup plus capable justement de vivre le paradoxe du vieillir. Vous avez employé le terme tout à l'heure, François, mais c'est un paradoxe. Et c'est un paradoxe, alors je cite souvent Victor Hugo qui dit « Mon corps décline, ma pensée croît, dans ma vieillesse, il y a une éclosion ». Il a tout dit. Oui, il y a effectivement une diminution des facultés physiques. Le corps décline, oui. Mais tout n'est pas destiné à vieillir et à décliner. Entre autres, justement, la pensée, sauf si on est atteint de maladie cognitive, mais là, je voudrais quand même rappeler que seulement 20% des personnes de plus de 90 ans sont atteintes de maladie cognitive, donc ce n'est pas du tout une fatalité. Hein, et c'est d'ailleurs, en termes de prévention de la perte d'autonomie, quelque chose que l'on regarde de très près. C'est donc
la pensée croît, on continue à apprendre, c'est clair. Moi, je rencontre des gens de 90 ans qui se remettent à quelque chose de nouveau, qui restent créatifs, qui continuent à apprendre, ils le disent. Et puis, dans ma vieillesse, il y a une éclosion, et c'est ce terme de Victor Hugo qui désigne justement toute l'ouverture au nouveau. On apprend des choses nouvelles, on a un autre regard sur la vie, sur les autres. Et c'est ce paradoxe qui permet justement d'accepter, je dirais, la part, je dirais, plus désagréable du vieillissement, qui est effectivement le fait que le corps vieillit. C'est cette méditation sur la finitude, on a vu pendant le confinement des personnes âgées qui ont pensé à leur mort et qui toutes nous ont dit, dans les tables rondes que j'ai animées ensuite, que cette pensée de la mort les avait obligées à mettre de l'ordre dans leur vie, à savoir ce qu'elles avaient envie de transmettre et surtout à ce qu'elles avaient encore envie de vivre et, et justement d'aller à l'essentiel. Donc on voit bien que la pensée de la mort, c'est une pensée qui vous ramène toujours à la vie. Et c'est pour cela que l'écarter, le déni de la mort, on sait que c'est plus on dénie la mort, plus on est dans l'angoisse. Il y a un rapport direct entre le déni et l'angoisse. Et c'est donc important de pouvoir réintroduire une pensée de la mort, une parole autour de la mort, car tous ceux qui le font me disent que loin de les déprimer, au contraire, ça les apaise, d'être plus au clair. Euh, on comprend donc que l'enjeu, et vous l'avez dit aussi, c'est de changer l'image du vieillissement. Il est sûr que dans une société qui nous présente le vieillir comme simplement, je dirais, une série de pertes et de diminutions, eh bien, on ne peut pas s'engager dans cette avancée en âge en ayant le sentiment que l'on peut rester jeune d'esprit et de cœur, parce que cette jeunesse de l'esprit et du cœur, on la rencontre chez des personnes très, très âgées. L'enjeu étant donc de garder l'estime de soi, de rester désirant, d'avoir le sentiment que son âge a du sens, que l'on a à transmettre quelque chose. Ça implique évidemment ce que j'appelle dans mes ouvrages souvent le voyage vers l'intériorité. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il faut passer de l'extérieur à l'intérieur, chercher des réponses à l'intérieur de soi. Et ce n'est pas du tout un repli sur soi, c'est au contraire un approfondissement. Je me souviens d'une femme qui, dans un séminaire, avait dit moi, vieillir pour moi, c'est je rentre dans ma maison et je découvre qui je suis. Quelles sont des choses au fond auxquelles je n'ai jamais pensé dans ma jeunesse et même dans l'âge adulte. Et là, j'ai le temps d'aller sentir au fond quel est le sens de mon âge, quel est le sens de ma vie. Donc on voit que on voit bien que là, que les enjeux pour notre société sont très importants. Et vous avez actuellement un mouvement citoyen que je veux absolument citer, qui s'appelle le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, auquel j'ai adhéré, qui est très récent, et qui rassemble des personnes de plus de 60 ans qui veulent d'abord être acteurs et qui veulent surtout que les pouvoirs publics ne prennent pas de décision sans les associer, c'est-à-dire qu'elles demandent à ce qu'un représentant des vieux, et on assume le mot, ça je trouve ça très intéressant aussi, d'assumer le mot, qu'un représentant des vieux se trouve auprès du Premier ministre ou de la Première ministre, je ne sais pas si elle entendra cette demande, pour que justement tout ce qui se décidera, alors dans tout ce que vous avez listé, François, aussi bien la question des retraites, je veux dire, c'est l'ensemble des questions concernant les personnes de cet âge, ne soient pas faites sans elles. Et je pense que j'arrive peut-être au bout de mon temps de parole. Ce que je voudrais dire, c'est que dans ces postes d'observation que j'ai depuis 15 ans maintenant, j'ai constaté une culture du bien vieillir et qui n'est pas une culture jeuniste. C'est
évidemment, vous avez beaucoup de personnes qui veulent rester jeunes à tout prix, mais beaucoup ont compris que l'enjeu était différent et que cette culture du bien vieillir, elle intègre je dirais, l'idée de la mort, l'idée de la fragilité, mais aussi de toutes les richesses que l'on peut justement développer et et qu'il faut développer d'ailleurs si on ne veut pas devenir des vieux malheureux, tourmentés, qui pèseront beaucoup sur la société, sur les enfants. Ce que je remarque, c'est qu'il y a une responsabilité des plus de 60 ans qui savent très bien que s'ils sont heureux, s'ils ont l'impression d'avoir leur place dans ce monde, eh bien, ils ne pèseront pas psychologiquement, en tout cas, sur leurs enfants et sur les générations plus jeunes. Et donc, ils ont conscience de cette responsabilité. Et lors de cette première réunion que nous avons eue du CNAV, c'était il y a quelques semaines, chez Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil. Et je me souviens d'Ariane Mouchkine s'adressant aux 200 personnes de plus de 60 ans qui étaient là dans l'amphi, en leur disant: mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Mais quel manque d'imagination! C'est votre responsabilité que de nourrir l'imagination des plus jeunes, de leur montrer que vieillir, c'est pas seulement se dégrader, c'est pas seulement diminuer, c'est bien autre chose. Et une femme de 95 ans a pris la parole pour dire: ben oui, vieillir, c'est une inconnue, tout se délite, mais en même temps s'ouvre un espace de grâce. Ça, vous voyez, elle dit d'une autre façon ce que dit Victor Hugo, c'est-à-dire ce paradoxe. Oui, tout se délite, mais cet espace de grâce, eh bien, dans notre société, on n'en parle pas. Et c'est intéressant de se mettre à l'écoute justement des personnes plus âgées parce qu'elles nous en parlent de cet espace de grâce. Seulement, elles nous disent: mais personne ne s'y intéresse, on ne nous donne pas la parole. Qu'on nous donne la parole, qu'on puisse dire ce que nous vivons. Et vous voyez, c'est ce que font les deux organismes que j'ai cités qui montrent un peu la voie, c'est-à-dire donner la parole aux personnes âgées pour qu'elles nous parlent d'autre chose que de ce qui ne va pas. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Ah, merci beaucoup Marie de Henzel pour ces mots toujours très, très précieux, réconfortants aussi, parce qu'en effet, vous décelez des chemins des chemins d'avenir. Et c'est vrai que cette idée de la finitude, elle est plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été, probablement, sans employer de trop grands mots, mais dans l'histoire de l'humanité. Et dans votre livre sur les forces de l'esprit, vous avez parlé d'intériorité, vous évoquez la force d'une communauté d'intériorité. Nous avons tous une intériorité, et ça peut constituer en effet une communauté dès lors qu'on partage ces réflexions. On pourrait en parler toute la journée. Bon, malheureusement, nous devons poursuivre nos échanges sur des registres différents, et je pense que ça peut être aussi la force de nos rencontres ce matin. Sybille Lemaire, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous êtes par là, je pense que oui, je vous vois désormais en très grand écran, c'est formidable. Donc rebonjour, bienvenue, merci d'être là. Donc vous, alors pour le rappeler, vous êtes directrice exécutive du groupe Bayard, et par ailleurs vous avez fondé le Club Landois qui travaille sur l'évolution des générations, sur les émotions démographiques aussi, les évolutions démographiques surtout. Donc voilà, je pense que tous ces sujets, vous y êtes très sensibles aussi, bien entendu. Peut-être la question est celle précisément de l'évolution des générations. Comment est-ce qu'il faut aborder cette idée du vieillissement? Est-ce qu'il faut s'y préparer? À quel âge? Comment? C'est-à-dire comment on peut venir vers... au fond, aller vers l'idée du vieillissement tout en étant peut-être un peu plus préparé qu'on ne l'est aujourd'hui. Voilà, c'est une succession de périodes de la vie, il y a la fin de l'activité professionnelle, le début de la retraite, etc., etc. Comment, à travers ces âges de la vie, on parvient à trouver un chemin un peu qui soit au fond peut-être un peu plus acceptable qu'il ne l'est souvent pour beaucoup d'entre nous, puisqu'on a vu dans l'enquête d'opinion la part des inquiétudes qui prévalent. Alors tout d'abord, un bonjour à tous. Un grand merci pour cette invitation de la part de Generali. J'ai été profondément touchée par les mots de Marie de Henzel. Je sais que le temps est compté, donc je vais essayer d'être le plus rapide et concise possible. D'abord, sur le baromètre, moi, ce que j'avais envie de retenir, c'était deux éléments. Le premier, c'est que
être jeune ou vieux, c'est surtout vivre des transitions majeures. Et puis la deuxième chose, c'est que la transformation, alors d'un public que nous abordons, je vais en parler du côté du Club Landois, à partir de 45-50 ans, la transformation de cette population précisément, c'est celle de notre société tout entière. Si je devais paraphraser un peu une phrase bien connue, c'est que un retournement démographique est en marche dans notre pays et nous regardons ailleurs. C'est pas faute de ne pas le savoir, la démographie est à ceci de remarquable que c'est une science exacte. Nous connaissons les chiffres et pour des raisons évoquées par Marie et d'autres, nous les écartons, nous ne nous saisissons pas encore suffisamment de ce sujet. Et pourtant, si le grand âge a un privilège, c'est bien celui d'être un horizon pour chacun. Donc tout le monde est concerné. Et c'est un défi à la fois qui est collectif, inédit et inéductable. Donc, nous, au club, et je vais vous en parler, ce que nous avons décidé, c'est de nous saisir collectivement de ce sujet et de l'accepter et de réagir par rapport à cette réalité. Alors, deux raisons principales animent en fait notre engagement au sein du Club Landois. Alors, le Club Landois, c'est quoi? Parce qu'on me pose souvent la question. Tout d'abord, c'est, j'allais dire, la contraction de deux grands démographes, je leur rends hommage, qui sont Adolphe Landry et Louise Duroy, qui ont travaillé depuis très longtemps sur cette question de démographie. La raison, comme disait Marie, d'où je parle, c'est vrai que à la fois, je dirige ce think tank et j'anime ce think tank, mais je suis surtout la directrice exécutive du groupe Bayard. Et Bayard, en fait, on porte cette question des seniors au sein de nos titres de presse depuis très longtemps, notamment avec Notre Temps, qui a eu la particularité d'avoir été créé le 9 mai 1968, ça ne s'invente pas quand même, donc un magazine des retraites en mai 68, c'est-à-dire qu'au moment où la France battait le pavé, elles ont oublié la première génération de retraités. Et donc aujourd'hui, c'est un titre qui tire jusqu'à près d'1 million d'exemplaires. Donc voilà, on se saisit de cette question de la retraite, de ces passages de vie de façon importante. Et c'est cet ADN qui nous a poussé en 2019 à créer le Club Landois à l'aune de questionnements assez importants, à savoir comment gérer ces enjeux de passage, de transformation qui changeaient beaucoup. Voilà. Donc le club, c'est à la fois une intuition, j'allais dire, originale et concrète. Et on aime à rappeler que dans moins de 10 ans, 50% de la population française aura plus de 50 ans et déjà 50% des femmes en France ont plus de 45 ans. Voilà, c'est une réalité. Alors ensuite, tout à chacun de savoir comment nous réagissons par rapport à ça. Donc c'est un bouleversement et qui, comme vous dites, interroge dès à présent notre pacte social dans son principe d'équité entre les générations. Nous le voyons, nous l'avons vu pendant la période du Covid, mais c'est effectivement une des questions que nous portons au sein du club. Le club, c'est aussi un formidable collectif d'acteurs publics, privés et associatifs, d'économistes. Generali est présent, la Caisse des dépôts est présent, la région PACA est présent. Vous avez aussi Dassault Systèmes, L'Oréal. Donc c'est assez effectivement remarquable d'avoir pu, j'allais dire, réunir tous ces acteurs qui sont partie prenante du sujet du vieillissement, on va le voir, autour de ce club. Et enfin, moi j'ai la conviction que c'est une chance pour les entreprises parce que ça améliore leur attractivité vis-à-vis de leurs salariés et ça leur donne un temps d'avance vis-à-vis de leurs concurrents. L'idée de Landois, c'est l'anticipation, l'autonomisation des personnes et la massification des solutions. J'ai envie de dire qu'on adresse, j'allais dire, dans un seul tenant, les 3 grandes questions pour nous que sont l'emploi des jeunes, les aidants et l'organisation du passage à la retraite. Alors, nos actions sont assez diverses.
mais je me concentrerai sur 2 d'entre elles ce matin, parce qu'elles sont aussi très concrètes. Assez brièvement, peut-être, je suis désolé, parce qu'il faut qu'on échange tous. En quelques mots, peut-être, je suis désolé vraiment, comme il faut qu'on termine à 10 heures, sinon, oui. Alors, je vais vous dire 2 choses simplement. Il faut changer l'image du vieillissement. L'action que nous avons portée par rapport à ça, c'est une charte d'engagement des entreprises qui ont été extrêmement courageuses de la signer. Il y a 10 points d'engagement comme c'est court, je vous invite à la regarder. Nous avons 42 entreprises signataires, dont bien évidemment Generali, parce qu'à l'aune de l'inclusion, la question qui précède celle de l'image du vieillissement, c'est la question des seniors en entreprise. L'ultime tabou aujourd'hui en France, c'est l'âge en entreprise, et c'est ce à quoi nous essayons de nous atteler. Il y a une grande question sur la sémantique. Les seniors nous disent « je ne suis pas ce que tu nommes », ce qui crée quand même un décalage assez fort. Je ne développerai pas sur ces enjeux philosophiques, mais tout de même, il est intéressant de s'y arrêter. Et qu'est-ce qui se passe en conséquence? Les 2 chiffres qui sont effectivement assez inquiétants, c'est que 50% des personnes qui passent à la retraite aujourd'hui en France sont déjà sans emploi, donc ils sont en retrait de la vie active. Et le 2e chiffre, c'est que le taux d'emploi des seniors en France est 10 points inférieur à celui de la moyenne européenne. Donc effectivement, dans cette idée du maintien en activité, sur lequel je rejoins totalement Marie, c'est-à-dire rester dans une réalité d'une activité, quelle qu'elle soit, socialisée ou autre, effectivement, a beaucoup à voir avec le recul d'entrée en dépendance et donc du mieux vieillir. Et c'est pour lutter contre cette discrimination qui est quand même à l'origine déjà très présente, beaucoup plus en amont, que nous nous attelons. Et puis ensuite de ça, le parallélisme des choses, et je synthétiserai, je m'arrêterai là, même si j'ai encore plein de choses à vous dire. Mon fils a 17 ans, je viens de passer par les fourches codines du Parcoursup, il doit se projeter, il doit faire 1 an, 5 ans, 10 ans d'études pour se projeter dans 30 ans de vie professionnelle. Rappelons à nos auditeurs qu'aujourd'hui, nous allons passer pratiquement 27 ans à la retraite et l'analogie des choses inviterait peut-être à créer un Parcoursup des seniors, c'est-à-dire un SAS, effectivement, de préparation à la retraite, c'est-à-dire dès leur moment de l'entreprise. Il existe un jeune, une solution. Créons très vite un senior, une solution. C'est ce que nous préparons aussi au sein du Club Landois. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Puis pardon encore pour les contraintes de temps. Mais c'est vrai que ces sujets sont passionnants et donc on essaie de tous pouvoir parler. Donc Caroline Brusac, qui est à ma droite, à votre gauche. Donc vous occupez des solutions d'assurance au sein de Generali pour les particuliers. Donc solution est un terme merveilleux parce qu'on imagine que vous avez beaucoup d'idées en tête sur la manière dont on peut agir dans les années qui viennent. Alors j'ai envie de vous demander, comme aurait dit Lénine, je ne sais pas si on peut citer Lénine ici, que faire? Voilà, puisque vous avez des solutions, comment est-ce que vous voyez ces enjeux du vieillissement et quel type de réponse on peut y apporter? Donc, merci François. Sybille le mentionnait, Generali est en effet membre du Club Landois. Et en tant que tel, les échanges qu'on peut avoir au sein du club avec la diversité des entreprises publiques, privées et des associations nous permet d'avoir une meilleure vision et une meilleure perception et appréhension des besoins et des préoccupations des seniors. C'est toute la richesse du Club Landois. Elle nous éclaire, elle nous inspire. Et la première mission d'une compagnie d'assurance, c'est tautologique, c'est de proposer des produits d'assurance. Et nous souhaitons accompagner nos clients tout au long de leur vie. C'est un peu le mantra de Generali. Et en tant que tel, nous développons et proposons à nos clients seniors ou à ceux qui vont le devenir des produits d'assurance qui leur sont dédiés. Donc ça veut dire des produits d'épargne pour financer un projet dans le futur, au moment du passage à la retraite ou après, des produits de retraite, mais aussi des couvertures santé avec des garanties qui sont adaptées aux besoins spécifiques des seniors, qui sont vraiment pensés pour les seniors. Donc pour donner un exemple qui fait souvent sourire, mais nos produits de couverture santé ne proposent pas de garantie de maternité ou de traitement orthodontiste, parce que ce n'est pas dans les besoins de couverture santé des seniors. Et puis aussi des produits qui sont souvent un peu plus considérés de manière un peu plus négative, mais qui nous aident à accompagner nos clients tout au long de leur vie, c'est le financement de la perte d'autonomie et la préparation des obsèques. Donc ça, ce sont vraiment des produits qui sont dédiés à nos clients seniors. Et en plus de ça, on a également des produits plus généralistes qui permettent de répondre aux préoccupations des seniors. Donc par exemple, dans notre produit des garanties des accidents de la vie,
on couvre aussi les petits-enfants quand ils sont sous la responsabilité des grands-parents. Et au-delà de ça, au-delà de cette offre traditionnelle d'assurance, on veut aussi aller plus loin et proposer un bouquet de services à l'attention de nos clients pour répondre à l'ensemble de leurs besoins, soit eux en tant que déjà seniors, ou bien les seniors en devenir, pour préparer leur propre vieillissement, leur propre passage à la retraite, mais aussi pour les aider dans leur rôle d'aidants familiaux vis-à-vis de leurs parents. Donc on s'adresse à différentes cibles. On a déjà des éléments qui sont disponibles via la garantie aidants familiaux avec le GPMA, via, Benjamin y reviendra, avec Europe Assistance, la téléassistance, Pro Senior, via Vita. Et puis une volonté de développer avec des partenaires spécialisés un accompagnement qui permettra de répondre aux préoccupations des seniors. C'est déjà disponible sur generali.fr. J'invite tout le monde à se connecter sur cette page service dédiée aux besoins des seniors. Et puis en partenariat, on a un partenariat avec Bayard et Notre Temps depuis déjà 2019 qui vise à accompagner les lecteurs de Notre Temps, à leur proposer nos produits d'assurance. Et en 2022, on a 4 temps forts sur des axes concrets, et on l'a vu, vous l'avez mentionné précédemment, sur la perte d'autonomie, l'habitat et le bien chez soi, vieillir en bonne santé, et puis la mobilité. Donc 4 temps forts avec des newsletters et des webinaires, avec des interventions d'experts de Notre Temps et d'experts de Generali pour accompagner nos clients, quelle que soit leur gamme produit, mais plutôt en fonction de leur âge et de leurs préoccupations, pour répondre à leurs besoins et leurs questions. Donc voilà ce sur quoi on travaille avec Generali. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre des solutions, il n'y a pas que des problèmes dans ce bas monde. Très bien, merci beaucoup. Et alors Benjamin Ostrovka, vous aussi vous avez des solutions. Alors c'était très agréable aussi. Donc vous êtes directeur, pour mémoire, directeur téléassistance et retail chez Europe Assistance France. Donc on comprend bien que vous êtes dans la téléassistance au fond. Alors quels sont les éléments qui sont au fond d'une part que vous pouvez proposer, mais surtout peut-être qui se développent, c'est-à-dire qui répondent de plus en plus à des besoins pour être au plus près de cet âge qui avance et de ces aspirations qui sont souvent difficiles. Au fond, qu'est-ce qui prend le pas et qu'est-ce qui progresse en réponse aux aspirations de la société française aujourd'hui ? Alors, quand on parle d'aspiration, un des enseignements que l'on voit dans cette étude, c'est la volonté des Français de vivre à domicile, de vieillir à domicile, de bien vieillir à domicile, tant qu'ils le peuvent. Et donc, on cherche, nous, à répondre notamment à cette aspiration au travers de différents axes. Notre slogan chez Europe Assistance, c'est « Vous vivez, nous veillons ». Alors, comment est-ce qu'on le met en œuvre? Pour donner peut-être quelques exemples assez concrets. Tout d'abord, Caroline citait Pro Senior, c'est une de nos filiales. C'est une entreprise qui, d'aide à domicile, de maintien à domicile, qui emploie en France environ 1700 personnes, principalement des auxiliaires de vie, des aides à domicile. C'est important puisqu'en fait, pour préserver, pour cultiver cette jeunesse de corps et d'esprit qu'on évoquait, parfois on a besoin d'un petit peu d'aide. Et donc concrètement, on va aider à la toilette, à la préparation de repas, au ménage, aux actes finalement de la vie quotidienne. Et je pense que c'est important aussi de le dire, on peut avoir besoin d'aide et c'est justement pour pouvoir développer tout ce qu'on évoquait, cette positivité, ces projets, mieux vieillir à domicile et bien vieillir à domicile, que l'on sollicite notamment ce type d'aide. Un autre exemple, vous citiez l'activité de téléassistance. La téléassistance, environ 650 000 personnes en France sont équipées de dispositifs de téléassistance. Ça vise à favoriser le bien vieillir également et à rassurer à la fois les porteurs, mais également les proches. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est un dispositif technologique qui peut être un bracelet, un collier, un détecteur automatique de chute lourde. Il y a différents dispositifs reliés à une centrale, par exemple chez Europe Assistance. On répond en 24/7 à toute demande de nos abonnés, que ce soit une crainte, que ce soit une chute,
et il y a des moments particulièrement ou des endroits particulièrement plus difficiles. On pense à une chute sous la douche ou au milieu de la nuit. Et donc, on va, si besoin, bien sûr, prévenir les services de secours, mais également prévenir les proches. Alors, une grande partie de ces appels sont souvent des appels aussi de rassurance, de convivialité. Et le fait d'être rassuré, ça permet aussi de se concentrer sur autre chose, justement sur cette positivité, sur ces projets-là. On sait que s'il se passe quelque chose, on va pouvoir être accompagné. C'est aussi important pour les aidants. On sait qu'il y a une charge mentale très forte associée aux aidants qui s'inquiètent pour leurs proches, leurs parents, leurs voisins. Et donc ce type de solution, ça vise aussi à essayer de réduire cette charge mentale que peuvent avoir les aidants au quotidien. Donc voilà 2 exemples, j'ai essayé le plus concret possible de ce qu'on peut proposer chez Europe Assistance pour favoriser toujours ce bien vieillir à domicile et l'accompagnement de nos clients. Écoutez, merci beaucoup, je crois que c'est très clair. Peut-être répondre à quelques questions des personnes qui nous regardent, notamment une question dont je me fais l'écho. Peut-être pour Marie de Henzel, si vous êtes toujours là, si vous nous entendez, Marie, sur l'articulation entre la question de l'autonomie individuelle et puis du collectif. À travers les échanges que l'on a là, on se dit que quand on avance en âge, on a besoin des autres, de plus en plus besoin des autres. Mais on veut aussi choisir sa vie et rester seul quand on le peut. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait un sondage et on disait à des personnes qui avaient plus de 80 ans, on leur disait, est-ce que régulièrement vous voulez déjeuner, manger avec vos enfants? Et un quart disait, non, j'ai pas envie de manger régulièrement avec mes enfants, j'ai envie d'être tranquille chez moi tout seul, sans les voir. Bon, c'était minoritaire, mais quand même. Donc on veut à la fois des autres, on a besoin des autres. Et puis, il y a des moments aussi, parce que c'est notre société, parce que c'est peut-être des valeurs de génération, je ne sais pas, mais on a aussi besoin d'être seul et de pouvoir, vous parliez tout à l'heure de méditation, de pouvoir se retrouver seul. Voilà, donc comment faire dans notre... Alors c'est une grande question, malheureusement, nous avons toujours des délais impartis, mais comment faire pour concilier ce besoin des autres et puis le besoin aussi de se retrouver soi et de cultiver son intériorité? Oui. On a besoin des deux, des autres et d'être seul. Et d'ailleurs, dans une société où malheureusement on s'imagine qu'il faut absolument que les personnes âgées soient tout le temps occupées. Regardez ce qui se passe dans les maisons de retraite quand on allume systématiquement la télévision et qu'une personne dit non, moi je suis très très bien avec mes pensées, à rester seule. Il faut que ce respect de la solitude est important. Je crois que la voie, c'est de demander aux gens ce qu'ils veulent, c'est de les écouter. C'est toujours pareil. Chacun sait certaines personnes préfèrent plus de solitude et puis un peu de partage, d'autres ont vraiment besoin de beaucoup de contacts et moins de solitude. C'est vraiment à chaque fois demander aux personnes ce qu'elles souhaitent, c'est-à-dire être à leur écoute. C'est en effet un axe important et qui peut permettre de résoudre beaucoup de choses. Peut-être une autre question pour Sybille Lemaire. Je ne sais pas si vous m'entendez aussi, Sybille, toujours. Oui, c'est ça, vous êtes là aussi, c'est formidable. Vous avez évoqué rapidement, mais c'est un sujet important, la manière dont on peut se préparer. Je crois vous évoquiez cette idée d'un Parcoursup de l'âge. Voilà. Quand on arrive à la fin de la carrière professionnelle, alors le vieillissement, encore une fois, est très progressif et on vieillit à tous les âges. Mais là, on sait qu'il y a une période charnière qui est très sensible entre la fin de la carrière professionnelle et les décennies qui viennent. Donc, voilà, comment faire? Comment est-ce qu'on peut se préparer? Est-ce qu'il y a 2-3 éléments qui permettent de se dire, tiens, voilà, ce que j'ai 59 ans, j'ai 60 ans, voilà, c'est ça que je ne dois pas rater. Alors, ça vous prêchez convaincu. Oui, il faut se préparer. Il faut se préparer beaucoup plus tôt que nous ne le faisons en France. Je rappelle que c'est 18 mois avant la retraite. Est-ce une réelle préparation? Je ne le pense pas. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec le sujet que j'ai précédemment évoqué, à savoir le tabou de l'âge en entreprise. Peu de personnes lèvent la main en disant « Bonjour, j'ai 56 ans, je suis aidante et ensuite de ça, je voudrais préparer ma retraite ». Si vous avez quand même une grande difficulté à exprimer. Donc, on en parler. Et je remercie effectivement votre initiative de ce matin parce que c'est vraiment un besoin criant. On a fait une étude avec Jérôme Fourquet de l'IFOP. Les gens se sentent effectivement très discriminés et n'étant pas en capacité d'énoncer leur âge en entreprise. Pour autant, on ne réglera pas cette question du vieillissement sans l'aborder. D'une part parce que les aidants sont en entreprise.
Et il y a donc un phénomène assez important qui arrive en France, que les Américains ont remarquablement synthétisé entre un arbitrage entre le breadwinning et le caregiving. Le breadwinning, c'est gagner de l'argent. Le caregiving va adresser la question de prendre soin. On est très organisé du côté de la petite enfance en France et on peut saluer toutes les initiatives et toutes les actions prises par les entreprises. Peut-être devons-nous nous poser la question effectivement de ce que ça veut dire aujourd'hui pour les personnes entreprises d'être aidantes, parce que non contentes de devoir organiser leur propre départ à la retraite, elles doivent aussi s'occuper très souvent de leurs parents. Je rappelle les chiffres, 11 millions d'aidants en France, 17 millions à horizon 5 ans. Le phénomène est suffisamment massif pour que nous puissions effectivement nous y arrêter. Et c'est vrai qu'au sein du club, les entreprises, en tout cas, qui participent à ce collectif, adressent, j'allais dire, de manière extrêmement concrète ces questions. Je vous invite vivement à lire la charte d'engagement. Elle est courageuse, vraiment courageuse de la part des entreprises de l'avoir faite. Nous allons publier des indicateurs de taux d'emploi, de formation, de mobilité des seniors, justement pour essayer j'allais dire, de remettre ce sujet, ou en tout cas de mettre ce sujet de manière plus vivace dans les entreprises. Oui, ça veut dire que tout au long de la vie, il y a une réflexion à avoir sur ses projets de vie, son évolution de vie, d'une certaine manière. Ne peut-être pas uniquement vivre au jour le jour, ce qui est très agréable aussi, mais avoir une réflexion sur la manière dont on peut se projeter sur les années qui viennent, quoi, c'est ça. Alors, je voulais juste... Dites-vous que, si je reprends ma casquette de Bayard, dites-vous qu'aujourd'hui, un lecteur de Poppy, 18 mois, a beaucoup de chances de vivre jusqu'à 100 ans. Ce qui vient, en tout cas, réinterroger notre pacte social dans notre société et de se dire, Paul, 18 mois, lecteur de Poppy, va vivre 100 ans. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de capital santé, de capital travail? C'est vrai que nous avons toujours beaucoup vécu notre vie dans une certaine forme de linéarité. Je pense que voilà, on va avoir des cycles de vie et des transitions majeures qui devront être organisées bien évidemment différemment. Excellent. Alors, du coup, Caroline Brusac, en effet, cette notion de cycle de vie est intéressante et aussi peut-être de cycle de société, de cycle économique. On a traversé une pandémie qui est quand même un événement majeur. Est-ce qu'il y a dans les solutions que vous proposez des solutions qui sont un peu plus privilégiées aujourd'hui, peut-être en termes d'offres, mais aussi en termes de demande de la part des personnes? Est-ce qu'au fond, avec le temps qui passe au sein de nos propres vies, mais aussi en raison de la société qui change, il y a des évolutions et des solutions qui sont plus prisées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier? Comment tout ça évolue? Oui, alors la santé était déjà la première préoccupation des seniors. C'est un des enseignements du baromètre du Club Landois, puisqu'il y a aussi une enquête barométrique avec le Club Landois. Donc depuis, je crois qu'elle date de 2019, la première enquête, Sybille, voilà. Depuis 2019, cette enquête barométrique révèle que la santé était et reste la première préoccupation des Français, et en plus et des seniors plutôt, et en plus de cette préoccupation sur leur santé, il y a aussi, avec la pandémie, l'émergence d'une préoccupation sur la prévoyance. Prévoir, c'est pas que la santé d'aujourd'hui, mais aussi prévoir comment je vais vieillir demain, si jamais j'ai un souci, une chute, la perte d'autonomie, les obsèques, enfin voilà, le décès c'est inéluctable, mais donc une plus grande préoccupation sur des garanties de prévoyance, comment est-ce que mon assureur peut m'accompagner, et donc un plus vif intérêt sur ce type d'offre-là, et également ce qu'on appelle les accidents de la vie au sens large, donc la chute, voilà. Donc c'est vraiment un plus fort intérêt de nos clients sur cette partie-là. Et puis les axes concrets, donc l'accompagnement qu'Europe Assistance propose sur la téléassistance, et puis cette offre de service, d'élargir à des préoccupations, et c'est une dimension un peu plus positive par rapport à l'aléa du risque qu'on couvre classiquement en assurance, mais vraiment comment est-ce qu'on peut accompagner tout au long de la vie avec cette offre de service. Très bien, écoutez, c'est très clair. Et alors, Benjamin Ostrowska, précisément, vous parliez de téléassistance tout à l'heure, j'allais dire comment lever les freins, parce que nous, on voit dans nos travaux d'études, d'enquête d'opinion, ça rejoint d'ailleurs ce que disait Marie de Henzel tout à l'heure,
on n'a pas envie, au fond, de se dire qu'on a besoin de services. Au fond, on a envie de se dire que même à 90 ans, on est comme à 20 ans, et pourquoi on souscrirait des offres, et pourquoi on prendrait de la téléassistance, etc. Après tout, je vais très bien, même si j'ai des difficultés, même si parfois je tombe. Voilà. Donc, on sent bien qu'il y a des réticences, au fond, peut-être à penser l'avenir. Tout ce qu'on se dit là, c'est penser l'avenir, préparer les années qui viennent et accepter, au fond, que la vie évolue. Alors, on peut certes croître en esprit, comme le disait tout à l'heure Marie de Henzel, mais il faut aussi se doter d'équipements nécessaires. Donc, comment faire pour se préparer sereinement, se dire que, j'allais dire, ben oui, c'est la vie, et au fond, peut-être lever des réticences qui sont tout à fait compréhensibles et que l'on voit très souvent, mais qui permettraient de se dire que il y a un certain nombre d'évolutions de la vie qui sont normales d'une certaine manière, qui ne sont pas pour autant pénalisantes, parce qu'il y a d'autres registres peut-être où on peut vivre autrement, préparer l'âge autrement, avec d'autres voies de réflexion. Donc comment faire pour lever ces réticences qui sont en beaucoup de nous? C'est une très bonne question. C'est vrai que Merci. le moment où... Non, mais c'est extrêmement cœur, en fait. C'est-à-dire que à quel moment est-ce qu'on prend conscience, finalement, que voilà, son corps peut parfois changer, on rentre dans une forme de vieillesse, mais avec toute la beauté qu'elle peut aussi comporter. Et ça, c'est très personnel. Alors pour certains, c'est au moment de la première chute. En tout cas, nous, on le voit beaucoup sur l'activité de téléassistance. Ça peut être des proches qui vont le conseiller. Ça peut être des amis qui sont porteurs d'un dispositif. Après, on travaille avec tout un tas d'acteurs, également des collectivités publiques, des grandes entreprises. Donc voilà, tout un tas d'acteurs qui, à un moment, peuvent avoir un discours, un programme, une envie. Et donc, c'est des choses qui, j'espère, en effet, vont se développer et qui permettent de favoriser, en tout cas, cette prise de conscience. Et puis, d'essayer de la dédramatiser, tout simplement. C'est une évolution normale. Quand on est jeune, on a des étapes. Quand finalement on avance en âge, on a d'autres étapes. Après, peut-être un chiffre que je voudrais également partager. On reçoit de l'ordre de 70 000 appels par mois sur notre plateforme de téléassistance. La grande majorité de ces appels-là sont des appels aussi de rassurance, de convivialité, d'échanges rapides. Je veux m'assurer que le dispositif fonctionne. Donc en fait, on est là pour répondre à une inquiétude un peu quotidienne, mais qui permet de se concentrer sur autre chose. Et je pense que c'est ça ce qui est aussi très important, c'est que ce type de dispositifs sont des dispositifs de prévention qui permettent de se concentrer sur d'autres activités. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. On pourrait parler toute la journée et même au-delà, je crois, parce que tous ces sujets touchent à la fois à l'intime, à la manière dont on se prépare à l'avenir. On retient quand même plusieurs idées. Il y a l'idée au fond, d'abord de préparer les âges de la vie, ce qui veut dire y penser et ce qui veut dire peut-être surmonter des craintes que l'on a en nous et qui sont bien légitimes. Aussi l'idée de parler, d'échanger. De manière, ce qu'on fait là ce matin, ça fait du bien. Et se dire qu'il y a des solutions qui existent, c'est soit des solutions à titre personnel, comme des solutions de goût de la vie et de manière de se projeter. Marie de Henzel disait tout à l'heure être désirant, voilà, c'est très important. Et puis des solutions très, très opérationnelles. Donc je crois que tout ça est très, très positif parce que ça permet de faire basculer, si l'on peut dire, les inquiétudes, les préoccupations des Français que l'on évoquait en commençant, vers des registres, non pas un registre, mais des registres de solutions, chacune pouvant être adaptée à la vie et aux contraintes et aux aspirations de l'existence dans leur singularité. Donc beaucoup de choses. Vous avez Caroline Brusac, la nécessité de réfléchir à toutes ces solutions, d'abord les connaître, savoir ce que l'on peut faire, peut-être les choisir. Benjamin Ostrowski, vous parliez de la nécessité de surmonter des inquiétudes, peut-être avec d'autres aussi, puis se dire au fond que vieillir, c'est normal d'une certaine manière et qu'il y a des réponses à cela. Ce sont des sujets qui sont tout à fait importants. Marie de Henzel, alors bien entendu, sur vos sujets qui sont les vôtres, la question je retiens notamment, parce qu'il y a beaucoup d'idées dans votre propos, mais la question de la méditation sur la finitude. Au fond, il ne s'agit pas de refuser l'idée de
de la finitude peut-être, mais de ne pas la considérer, de ne pas la cacher, de ne pas considérer que c'est définitivement un tabou, mais peut-être l'affronter, aller vers cette idée de la finitude pour peut-être pouvoir en retour mieux l'accepter. Enfin, vous l'avez dit avec des mots beaucoup plus élégants que je ne le fais là, mais je crois qu'il y a une source de réflexion qui en effet est très importante. Et puis Sybille Lemaire, vous évoquiez cette idée du parcours sub de l'âge, voilà, qui me semble très, très, très féconde. Tout ça renvoie un peu à la même idée, au fond. C'est comment on pense la vie, on pense nos vies, et puis on accepte l'idée d'évoluer et de se préparer peut-être différemment, âge après âge, avec tous les outils, qu'ils soient moraux, éthiques, psychologiques, matériels, qui peuvent être présents à notre disposition. Voilà, écoutez, j'espère qu'au terme de cette heure, nous finissons avec plus d'enthousiasme et d'esprit positif que nous ne l'avons commencé à 9h. En tout cas, j'en ai l'impression. Si c'est le cas, un grand merci à tous, et même si ce n'est pas le cas d'ailleurs, un grand merci à toutes et à tous d'avoir nous invités, d'avoir été présents. Merci à Generali de permettre ces échanges. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne journée et de belles évolutions de l'âge. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.